Salut les amis, ici Chipster. Voilà, je tenais à vous dire déjà dans un premier temps que c'est ma première vidéo, première officielle sur YouTube. Hein, les autres ne seront qu'une esquisse, bien évidemment. Et amateur de jeux, gros amateur de Magic, et justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit commandeur, deck commandeur de Magic. Final Fantasy, c'est pas des moindres. Voilà. Comment vous dire? Ça a été assez compliqué de se le procurer dans un bon prix, déjà pour commencer, parce que Final Fantasy commence à avoir de la notoriété. Beaucoup trop. D'ailleurs, ça coûte excessivement cher. Et il faut savoir qu'il y a 4 commandeurs, j'ai pu en prendre qu'un, hein, c'est déjà pas mal. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le deck, je vais vous présenter le contenu de cette boîte, et on va découvrir ça ensemble, parce que je me suis absolument pas spoilé sur les cartes, hein, je tiens à vous dire, je découvre tout autant que vous. Donc on va ouvrir la boîte. Hein. Alors, à préciser que le thème que j'ai utilisé, que j'ai utilisé pour la musique, hein, de cette vidéo, je l'ai prise, hein, d'un thème taverne, ni plus ni moins traditionnel qu'on utilise pour jouer, tout simplement. Donc du coup, la boîte, magnifique, hein, avec quelques petits jetons, hein, voilà, des séparateurs de cartes, je trouve ça incroyablement beau, incroyable, la boîte est magnifique. Y'shtola, vous connaissez certainement pour les amateurs de Final Fantasy. Moi, je tiens à repréciser, parce que je l'ai dit dans la première vidéo, que je n'ai pas encore publié, mais je ne connais pas Final Fantasy, j'en ai fait aucun. Mais aucun. Donc voilà, donc honte à moi, hein, alors que je suis un amateur de jeux vidéo de base. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là, c'est un peu triste. Du coup, alors là on a quelques petits jetons, quelques petits marqueurs, d'ailleurs très très beaux, hein, en mode foil et tout ça, c'est vraiment très 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 stylé. Voilà, ça doit être pour les amateurs du jeu Magic, des marqueurs, comment on appelle ça? C'est pas des marqueurs expérience, des marqueurs loyauté pour les Planeswalkers, j'imagine. Hop. Et donc du coup je vais présenter le contenu de la boîte. Donc, là on a le kit de présentation avec la carte modèle. La carte phare de ce deck. Une petite boîte. Très 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 jolie la beau boîte. Hein, on va pas se mentir. Si jamais j'arrive à la plier cette beau boîte d'ailleurs. Voilà. Tac. Boîte. On va pouvoir plier correctement. Voilà. Tac. Boîte pliée. Couleur Esper. Donc Esper, je rappelle, tricolore pour les amateurs de Magic, blanc, bleu, noir. Donc il va se jouer beaucoup sur les sorts éphémères, rituels et donc contrôle. Le deck à proprement parler avec la carte phare du jeu, avec la carte phare du deck. Alors je tiens à souligner, je vais vous présenter les cartes. Alors une par une pour les cartes importantes, le reste on va les survoler. Les cartes de terrain bien évidemment, non ça reste des cartes de terrain donc il n'y aura pas forcément besoin. Hop, voilà, tac. Elle est incroyable cette carte. Je suis déjà amoureux de cette carte. Et c'est un chat. Hein. Un petit chat, c'est mignon. Et quelque chose de très important dans ces decks commandeurs, un échantillon de booster collector. Donc il y a 2 cartes collector dedans. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est dedans. J'espère tirer quelque chose de bien, peut-être en Sephiroth, allez savoir, en alternatif. Hop, donc du coup je remets les effets de base dans la boîte.
en espérant ne pas galérer comme un petit mouton apeuré. Bon, alors déjà, c'est très mal barré. Voilà. La boîte a pas trop de mal. Pas trop. Voilà. Donc du coup, l'échantillon de Booster Collector, on va le faire à la fin. Voilà, histoire de mettre en haleine tout le monde. Donc là, pour le coup, je vais ouvrir, bien évidemment, le petit deck. Si j'arrive à ouvrir, si j'arrive à voir... Ah, ça y est. L'ouverture facile, entre guillemets. Parce que bon... on est tous d'accord que les ouvertures faciles ne sont jamais faciles. Alors, Y'shtola sorcière, donc la carte phare de ce commandeur, qui fait quoi? Elle a la vigilance, une 4 pour une 2/4 en termes de 3 couleurs, donc le commandant de ce deck. Au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu au moins 4 points de vie ce tour-ci, vous piochez une carte. Donc ce qui veut dire jouer beaucoup de sorts, parce que bon, faire perdre 4 points de vie avec seulement des créatures dans un tour, c'est très compliqué quand même. Hein. Surtout quand on a un deck compétitif en face. A chaque fois que vous lancez un sort non créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, Y'shtola inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Ok, donc là on part sur plutôt un classique Orzhov, donc blanc-noir. Où on joue des sorts ou des effets de cartes pour gagner des points de vie. Je trouve ça relativement pas mal. Voilà, tac, on va regarder la carte ici. Hop. Ensuite, nous avons Gratia, voyageur entre les dimensions. Pour 3, une 2/3, sachant que les 3 manas sont de couleurs différentes. Obligatoire, bien sûr. Carte magnifique. Honnêtement, cette carte, elle est incroyable. Elle est incroyable. Au niveau illustration... alors, oui, il faut savoir que chaque carte de FF, vous allez voir en bas, là, ici, d'où provient en fait l'illustration de quel jeu. Donc c'est-à-dire que celui-ci vient de FF14. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas dit pour celui-là, mais c'est pareil. Donc j'imagine que les cartes importantes vont venir exactement de la même, du même jeu, entre guillemets. Donc, pour 3, une 2/3, lien de vie. C'est un chat et sorcier. Donc, il a une capacité qui s'appelle que s'ouvrent les portes. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez payer X points de vie, X étant la valeur de mana de ce sort. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1/1 incolore et mettez X marqueur +1/+1 sur lui. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. C'est très très fort, sachant qu'en plus on regagne des points de vie grâce à cette carte. Alors tout dépend aussi quel commandant vous jouez, hein. Mais elle a lien de vie déjà de base. Donc si admettons que vous attaquez avec cette carte, vous regagnez des points de vie systématiquement, ce qui est très fort. En admettant que vous mettez des marqueurs dessus, incroyable. Et vous créez des jetons incolores, vous mettez des marqueurs sur lui. Et vous mettez des marqueurs sur lui, tac tac tac. Ok. Par rapport à la valeur de mana du sort, donc c'est vraiment très très fort. Pour 3, une 2/3, ça reste tout à fait correct. Ok. Je remarque que là, pour le coup, hop, ce deck est complètement à l'envers. Ça m'aide pas du tout pour faire ma présentation. Hop. Tac. Alicea, le veilleur. Donc n'hésitez pas à me reprendre hein, dans les commentaires pour ceux qui commentent, pour ceux qui connaissent les jeux, parce que moi je connais absolument pas. Donc du coup, Alicea le veilleur, créature légendaire, elfe et sorcier pour 3, une 3/2. Il a un partenariat. Donc le partenariat, quand cette créature arrive, un joueur ciblé peut mettre... Ah, c'est-à-dire que quand elle arrive, on peut mettre la créature avec qui elle a le partenariat directement depuis sa main
Alors, dans sa main depuis sa bibliothèque, pardon. Donc on peut la chercher directement dans son deck, donc c'est plutôt pas mal. Avec Alfino le Veilleur. Ok. C'est des noms assez tordus quand même, hein, je dois avouer. Hop. Hop, alors elle a l'initiative, une 3-2 initiative, et elle a ce qu'on appelle la chaîne de sorts. Donc c'est une capacité qui permet à ce que le deuxième sort que vous lancez à chaque tour coûte 2 de moins à lancer. Très fort. Très très fort. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cartes importantes comme ça. Hop. Alors, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais au moins un minimum. On a fait ce qu'on a pu avec le cadrage. Ensuite, on va se lancer sur un enchantement blanc, héros d'un autre monde. Donc, pour 2 et X, quand cet enchantement arrive, créez X jetons de créature 1-1 incolore héros. Ok, donc pour X, donc vous payez X et il y a X jetons 1-1 incolore qui arrive. Deux capacités. Une qui s'appelle Petite Équipe. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 4 créatures, regardez puis piochez une carte. C'est très fort. Et équipe complète. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 8 créatures, ces créatures gagnent +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Ça reste quand même tout à fait correct. Toujours dans le FF14. Donc je pense que ce deck va se présenter plus sous le jeu de FF14. Voilà, mais en même temps, quand on voit les deux potentiels commandants, ça ne me surprend pas des masses. Chakram de danseur, donc un artefact équipement, un blanc pour 4, donc elle a choix de job. Donc quand cet équipement arrive, on crée un jeton 1-1 incolore, héros, puis on lui attache cet équipement. Donc c'est plutôt fort. Les créatures équipées gagnent +2/+2 à lien de vie, et les autres commandants que vous contrôlez gagnent +2/+2 et ont lien de vie. Et un article en plus de cet autre type. Donc elle a un type de carte en plus. La créature équipée gagne +2/+2 et a lien de vie. Et si vous contrôlez un commandant, elle gagne exactement la même chose. Donc +2/+2 lien de vie. Et en plus un autre type de carte qui potentiellement va se jouer avec ce deck. Donc ça reste quand même très très fort. Et elle a un équipement pour 3. Ce qui n'est pas excessif. En vérité. Voilà, je vous montre la carte. Ensuite on va passer sur une invocation. Donc une invocation saga. Donc je rappelle la saga, vous mettez la carte en question, donc un enchantement, une créature, un artefact, qui se joue sur plusieurs tours, et à la fin des tours définis, on sacrifie la carte en question. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte qui permet de jouer 4 tours avec. Donc chaque début de tour, ça s'ajoute un marqueur, ce qu'on appelle Sapiens. Donc, premier tour, on crée 2 jetons de créature 1-2 blanche mog avec le lien de vie. Deuxième et troisième tour, à chaque fois que vous lancez un sort non créature ce tour-ci, créez un jeton qui est une copie d'un jeton qui est non saga que vous contrôlez. Et quatrième tour, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque autre mog que vous contrôlez. Donc un mog, ça reste un type de créature. Et à la fin du quatrième tour, on le sacrifie. Mais par contre, la particularité de cette extension, hein, c'est que les sagas sont aussi des créatures. Alors, je connais pas non plus énormément Magic, parce que du coup, je m'y suis remis il y a très peu. Mais les sagas que j'ai vus, en tout cas, ne sont pas des créatures, sont souvent des enchantements ou des artefacts. Donc là, pour le coup, on a aussi des créatures, et c'est une créature qui est une 4/4 vol lien de vie, ce qui est quand même très fort. Donc c'est une créature en plus de ses autres effets, pour 5. Ça reste excessivement fort. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais on est toujours sur du FF14, donc je pense que ce deck va effectivement rester sur du FF14. Voilà. Donc là, on va passer sur une petite 0-3 pour 2 qu'on appelle Tataru Taru. Hein, donc pour ceux qui connaissent, hein, FF, je pense que vous allez largement reconnaître. Une créature légendaire, nain est conseillé. Donc quand Tataru Taru arrive, vous piochez une carte, un adversaire ciblé peut piocher une carte. Un avantage pour les deux. Si moi je décide forcément qu'un adversaire peut piocher une carte, ce qui reste assez sympa.
Et elle a une capacité qui s'appelle Trésorière des héritiers. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, si ce n'est pas le tour de ce joueur, crée un jeton trésor engagé. Donc les jetons trésors, en fait, vous les posez sur le champ de bataille, vous pouvez les engager et les sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, ce qui est quand même très très fort. Ce qui reste un artefact, donc vous pouvez le garder jusqu'à quand vous voulez, jusqu'à ce que vous le sacrifiez. Par contre, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Mais bon, ça reste fort quand même, hein. On va pas se mentir. Ensuite, on va passer sur une autre créature légendaire. Donc pour 5, une 3-5. Tangred Waters. Qui a le flash. Donc le flash, pour ceux qui connaissent Magic, je rappelle. On peut jouer les cartes comme si c'était un éphémère. Donc on peut les rejouer dans le tour d'un adversaire. Voilà, ce qui reste très très fort. Capacité qui s'appelle Garde Royale. Donc quand Tancred Waters arrive, un autre permanent légendaire ciblé que vous contrôlez acquiert l'indestructible tant que vous contrôlez cette carte. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, Tancred Waters acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Sachant que ce deck est axé, beaucoup axé sur les sorts non créatures, ça peut être un gros avantage. Ah bah tiens, Alpino le Veilleur, donc celle qui se joue avec cette carte-ci, donc en partenariat. Pour 4, une 2-4 vigilance, et elle a Eucrasia, une capacité qui s'appelle Eucrasia. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, piochez une carte. Donc, si jamais on fait le calcul... Ah oui. Donc, si jamais, admettons, on met celle-ci, votre deuxième sort coûte 2 de moins à lancer. Donc, vous lancez ça en plus et vous piochez une carte en plus. Ça reste très très fort. Très très fort. Je vais vous la montrer. Voilà. Hop. On passe sur un artefact équipement. Canne de mage bleu. Pour 3. Donc elle a choix de job. Choix de job, je rappelle, vous créez un jeton de créature 1-1 héros artefact et vous pouvez l'équiper directement quand elle arrive sur le champ de bataille. La créature équipée gagne plus 0/+2, est un sorcier en plus de ses autres types et à chaque fois que cette créature attaque, exilez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblé du cimetière du joueur défenseur. Si vous faites ainsi, copiez-le. Vous pouvez lancer la copie en payant 3 à la place de payer son coût de mana. Ça reste fort. Ça reste très très fort. Du coup, plutôt que de lancer son coût original, vous pouvez le payer pour 3 à la place. Si, admettons, la carte coûte plus que 3, c'est carrément rentable. C'est carrément rentable, ce qui fait un gros coup de Trafalgar d'ailleurs pour le joueur défenseur en question. On va pas se mentir. Ensuite, on passe sur une autre créature légendaire. Donc pour 4... Alors, oui, je tiens à préciser. Final Fantasy se constitue essentiellement de créatures légendaires. Donc, possiblement beaucoup de commandants. Hein, on peut faire des commandants, enfin des commandeurs. Le format commandeur est un format où on utilise 100 cartes. Une carte qui va être notre commandant, qui est d'une certaine couleur, ou de certaines couleurs, ça dépend. Ça peut être noir, ça peut être blanc-noir, ça peut être... Enfin, voilà. Mais par contre, le commandeur ne se constitue qu'avec les couleurs du commandant en question. Il se constitue de 100 cartes, le commandant et 99 autres, et les 99 autres ne doivent être qu'en un seul exemplaire. Voilà, tout simplement. Petit rappel, ou éventuellement petit appel pour les gens qui veulent se mettre à Magic éventuellement. Ça peut être sympa. Donc, du coup, pour 4, une 2-4. Hermès, directeur d'Elpis. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un champ de créature 1-1 bleu oiseau avec le vol et la vigilance. Un oiseau. Alors, sachant que j'ai fait un commandeur oiseau il y a quelques jours, qui tourne plutôt pas mal, j'avoue que celui-là va plutôt être intéressant à mettre dedans. Je reconnais. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un oiseau, regarde. Il va pas rester dans ce deck là celui-là, je vous le dis tout de suite.
Mais très très belle carte. Très belle carte. C'est dommage qu'elle soit pas en foil parce que vraiment celle-ci, elle est vraiment incroyable. C'est un nom chelou. Resvelgr, dragon sacré. Donc, pour 5, une 5-5, vol, vigilance, parade 2. La parade, si, admettons comme là, vous avez parade 2, le joueur qui cible cette créature pour n'importe quel sort doit payer 2 coups de mana en plus du coût de la carte pour pouvoir la cibler. Donc ça reste fort. Parce que bon, des fois, 2 mana, ça peut faire la différence. Hein. Aide de Shiva, donc c'est sa capacité. Quand Erzvreg arrive et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, une créature ciblée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ça reste très très fort. Très très fort. Ensuite, nous allons passer sur un enchantement pour 4, un enchantement aura. Donc une aura, un enchantement qui est attaché à une créature ou à un permanent. Tout dépend de la carte. Donc elle a le flash. Flash peut se jouer comme un éphémère. Enchanter une créature qu'un adversaire contrôle. Voilà la spécificité. C'est que d'habitude, enchanter une créature, un terrain. Mais là, vous voyez, enchanter qu'un adversaire contrôle. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Quand cette aura arrive, retirez la créature enchantée du combat. Puis piochez une carte pour chaque créature engagée que son contrôleur contrôle. Ok. Ok. Ça reste pas mal. J'aime bien, c'est bien. C'est fourbe. C'est fourbe comme mécanique. La créature enchantée perd toutes ses capacités, ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 4, ça reste très correct. Très correct. Ah, enfin une carte noire. Putain, c'est. Purée, pardon. Je pensais qu'on n'allait pas voir du tout. Un enchantement légendaire cette fois, une aura toujours. Œil de Nidhogg. Alors, enchanté créature. La créature enchantée est un dragon noir avec une force et une endurance de base de 4-2, a le vol et le contact mortel et un incité. Je ne connais pas cette capacité. Elle attaque à chaque combat si possible, elle attaque un joueur autre que vous si possible. Ok, donc elle attaque à chaque combat. Et si, admettons, un adversaire me prend ma créature pour m'attaquer avec, en toute logique, elle ne devrait pas pouvoir. Sauf si la carte adverse me dit le contraire. Parce que oui, dans Magic, les règles sont les règles, sauf si la carte dit le contraire. C'est toujours la carte qui gagne. Malgré les règles, c'est toujours la carte qui gagne. Quand l'œil de Nidhogg est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ok, sympathique. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe pour 5, une 4-5, Fandaniel, Ancien des Télophores. Donc, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, surveillez 1. Donc la surveillance, si je me rappelle bien, c'est comme un regard. Donc on regarde la carte dessus de sa bibliothèque. Si jamais elle nous plaît, on la garde au-dessus. Si jamais elle nous plaît pas, on la met dans le cimetière. Au début de votre table de fin, chaque adversaire peut sacrifier une créature non jeton de son choix. Chaque adversaire qui ne le fait pas perd 2 points de vie pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Sachant qu'on est beaucoup axé sur les cartes d'éphémère et de rituel, ça reste très fort. Ah, j'ai pas montré la carte, autant pour moi. Hop, ensuite on passe sur un artefact équipement pour 2 sphères célestes d'astromancien. Donc choix de job, je rappelle plus ce que c'est. La créature équipée est un sorcier en plus de ses autres types. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, à chaque fois que vous piochez une 3ème carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok, sympa. Et équipement 2. Donc en gros pour 4 on peut utiliser cette carte, c'est plutôt pas mal, ça nous permet de mettre des marqueurs si on lance 3 sorts par contre dans le même tour. 3 sorts et il nous faut énormément de mana. Donc ça joue plus sur un endgame. En vérité. Ensuite on part sur Faute Faucheur pour 3, un artefact équipement, donc choix de job toujours. Au début de votre table de fin, mettez un marqueur âme sur cet équipement pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Ok.
La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur âme sur cet équipement et est un assassin en plus de ses autres types. Donc potentiellement jouer assassin, ça doit valoir son importance. Équipement 2. Voilà, je trouve pas cette carte oufissime. Mais bon, ça doit avoir son utilité, j'imagine. Tac. Alors pour 3, un éphémère cette fois, transposition. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, vous perdez 1 point de vie. Si ce sort a été lancé depuis votre main, créez un jeton créature 0-1 noir sorcier avec. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire. Et elle a le rebond. Donc le rebond, on peut l'exiler au moment où le sort se résout. Donc au moment où il est terminé, en gros. Et au début de notre prochain entretien, on peut lancer cette carte depuis l'exil sans payer son coup de mana. Donc on peut la lancer 2 fois. Ce qui reste très fort. Hop. Ensuite, on part sur une petite créature noire blanche pour 3 Hardbear, guerrier des ténèbres. Créature légendaire toujours. On va en avoir énormément. Énormément dans cette façon, je vous le dis. A chaque fois que vous lancez un sort blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire que vous contrôlez, et elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et on fait pareil pour un sort noir, on a un marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire qu'on contrôle, elles acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Ça peut être très fort. Ça peut être très très fort. Hop, on va mettre ça ici. Ensuite, on part pour 4, une créature légendaire en Dimir. Donc Dimir, c'est noir-bleu. Voilà, pour ceux qui connaissent les couleurs. Emmet Selch, 3e membre du Concile. Créature légendaire, ancêtre et sorcier. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Très fort pour un Sultai, ça. A chaque fois qu'au moins un adversaire perd des points de vie, vous pouvez lancer une carte éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans le cimetière à la place, exilez-le. Ne faites ci qu'une seule fois par tour. J'aime beaucoup la mécanique. Alors, moi je suis très Sultai, Golgari, donc sacrifice, renvoi du cimetière, jouer des cartes du cimetière. Je trouve ça incroyable. Il y a des mécaniques énormes à faire dessus. Ça, c'est une carte que je vais beaucoup aimer. Typiquement, c'est une carte que je vais beaucoup aimer. Donc, Estinien Valerno pour 4, une 3-3 en Orzhov, donc noire-blanche. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur Estinien. Il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Au début de votre deuxième phase principale, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie. X étant le nombre de vos adversaires ayant subi des blessures de combat par lui ou d'un dragon ce tour-ci. Donc ça c'est bien pour jouer avec des dragons aussi. Elle est belle cette carte, en vérité. J'aime beaucoup. Mais de toute façon, le design des Final Fantasy sont vraiment incroyables. Ensuite, on va partir sur une aventure. Alors, les aventures, ce sont des cartes à double effet. C'est-à-dire qu'on les joue, dans un premier temps, en tant qu'éphémère ou rituel. On peut, en tout cas, le faire. Quand on fait comme ça, on exile la carte en question, et on peut rejouer, par contre, le coup de la carte initiale, et la mettre sur le champ de bataille. En règle générale, c'est la partie éphémère rituelle et après on a l'effet permanent. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est une créature. Mais ça peut être un terrain, ça peut être un enchantement, peu importe. Donc là, on va jouer, admettons, pour 3. C'est un éphémère aventure. Donc créer un jeton de créature 2 noirs zombies. 3 noirs. On l'exile et on la remet sur le champ de bataille en tant que créature pour 2 cette fois. Une 2-2. Les jetons de créature que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et quand cette carte meurt, vous pouvez la lancer depuis votre cimetière comme une aventure jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est marrant. Parce que de base, si jamais, admettons, on la jouait comme une aventure et qu'après on la rejoue, normalement elle est censée être exilée. C'est marrant. C'est marrant. J'aime bien. Il y a des petites subtilités comme ça. C'est pas mal. Je vais pas montrer la carte d'ailleurs à quoi elle ressemblait. J'aime bien. Alors, désolé pour le cadrage, hein, si jamais j'arrive pas à le faire bien comme il faut. Premiers esquisses, hein, je débute, bien évidemment. Mais à culpa. Hein. Ensuite, on va partir sur une
petite créature légendaire pour 2, une 2-1, sympathique. Comment on appelle ça celle-là? Azorius, donc blanc-bleu. Lien de vie. Une petite Krail Baldesion. Voilà, je ne connais pas du tout ce personnage. Bon, en même temps, je connais pas FF. Donc, voilà. Et elle a une capacité qui s'appelle Pistage éthéré. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana égale à la valeur de mana de ce sort depuis votre cimetière. Et on peut le faire ceci qu'une seule fois par tour. Donc, si jamais j'épluche la carte, parce que bon, j'ai un peu perdu mon souffle en même temps. Oui, donc à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on peut renvoyer une carte de créature. Renvoyer dans votre main. Ah oui, d'accord. Alors, renvoyer dans ma main une carte de créature avec une valeur égale à la valeur de mana de ce sort. Donc, si admettons, je lance un sort qui coûte 3, je peux renvoyer une carte de créature qui a une valeur de mana de 3 dans ma main. C'est plutôt pas mal. Je montre la carte qui est vraiment très très mignonne. J'aime beaucoup. Ça va peut-être être ma favorite d'ailleurs. Je tiens à préciser. Un petit nain. Voilà, un petit nain. Ensuite, on part sur une, toujours Azorius, pour 3, Lise Ext. Donc elle a la prouesse. Ah, j'adore la prouesse. Voilà, alors à chaque fois qu'on lance notre deuxième sort, ou plus chaque tour d'ailleurs, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et c'est même pas ça, à chaque fois qu'on lance un sort non créature. Donc, admettons, j'en lance 3 dans le même tour, elle gagne +3/+3. C'est très fort. C'est une 2-2. Donc les sorts non créatures que vous contrôlez, que vous lancez, pardon, coûtent 1 de moins à lancer. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tant que vous lancez au moins 2 sorts non créatures ce tour-ci, elle a la double initiative. Double init. C'est une 2-2. Admettons, elle se bat contre une créature qui est de 2. Elle va déjà attaquer en premier. Donc ça veut dire que c'est son attaque qui passe en premier, dans tous les cas. Et en plus de ça, la double init, ça va lui doubler sa force. Donc à la place de faire 2-2, elle va attaquer avec 4. Sachant que c'est elle qui attaque en premier. C'est fumé. C'est fumé, je vous le dis. C'est très très fort. Et toujours les designs des cartes sont incroyables. Voilà. Petit aparté, le setup qu'il y a derrière. Hein. Big up à ma charmante compagne qui a fait le boulot. Vraiment. Rien que les bannières déjà derrière, moi je trouve ça incroyable. Voilà. Hein. Voilà. On peut l'applaudir. Voilà. Voilà. Donc, on va se remettre à ce petit deck sympathique. Pour 2 blancs-noirs, Palpalimo, Totolimo. Ils ont fumé quand ils ont fait les noms des persos. Moi, je vous le dis, hein, c'est sûr et certain. Pour 2, une 1-2. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, Palpalimo, Totolimo inflige une blessure à chaque adversaire et vous gagnez 1 point de vie. Si tant est qu'on puisse la rendre imbloquable, c'est incroyable. Pour 4, on l'engage, on la sacrifie. Chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi la créature qu'il contrôle. Ok. Très très bien pour dézinguer une très très forte créature. J'aime beaucoup. Petite pause boire. Voilà. Santé. À tous les gens qui ont une petite soif. Voilà. Non, parce que parler c'est bien. Mais à un moment donné, il faut s'hydrater la bouche. Hein, la gorge aussi un petit peu. C'est hyper important. Alors ensuite on part sur une 2 pour 1-3. À chaque fois que vous lancez un terrain depuis l'exil ou que vous lancez un sort depuis l'exil, vous gagnez 2 points de vie. Donc Urianger, Ogulret. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Capacité tirage de cartes. Donc on l'engage, on regarde la carte du dessus de sa bibliothèque, pardon. Et on peut l'exiler face cachée. Ok. Dévoilement de cartes. Donc c'est une autre capacité qu'on engage. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer des cartes exilées par Urianger Ogurelt. Les sorts que vous lancez de cette manière coûtent 2 de moins à lancer.
Ok, donc on met les cartes depuis l'exil et avec sa deuxième capacité, on peut les jouer pour 2 de moins. Pas mal. Sympa. Elle coûte pas cher comme carte. Très utile. J'espère juste qu'il y aura d'autres cartes qu'on va pouvoir mettre depuis l'exil. Ça pourrait être sympa. Ensuite, on a un artefact, carte de l'archéomancien. Quand cet artefact arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes pleines de base, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Ok. Chaque fois qu'un terrain qu'un adversaire contrôle arrive, si ce joueur contrôle plus de terrain que vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ok, donc ça nous permet d'accélérer un petit peu notre mana, ce qui est sympa. Ensuite, alors, je sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est d'ailleurs pour tous ceux qui regardent, les petits symboles là qu'il y a à droite de la carte, c'est si elles sont orange ou dorées, ça veut dire que c'est soit des rares mythiques. Alors les rares mythiques, c'est les rares les plus UP qu'on puisse trouver. Mais des rares, ça reste très bien. Mais voilà, je vous expliquerai avec les autres. D'ailleurs, on aurait peut-être pas dû regarder, mais il y a une autre musique qui arrive. Ça va. Ensuite, on arrive avec un enchantement. Autorité des consuls pour 1. Les créatures que votre adversaire contrôle arrivent engagées. Pour 1. C'est une blague. Non, mais en fait, même moi, ça me met. Voilà, moi je suis par terre. Là. Moi, je suis sur le cul. Voilà, je vous le dis. Je reste assis, voilà, parce que j'ai pas le choix, mais. À un moment donné, faut dire les choses comme elles sont. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez 1 point de vie. Donc cet enchantement est très fort. Parce que les créatures que les adversaires lancent arrivent engagées. Donc ça veut dire qu'automatiquement, elles peuvent pas défendre. Et en plus, quand elles arrivent, nous, on gagne 1 point de vie. C'est fumé, moi je vous le dis, c'est fumé. Ça, c'est un truc qui peut aller dans n'importe quel deck, hein, clairement. C'est sans pression. Pour 4, un petit rituel. Non, même pour 5, pardon. Nova purificatrice. Donc choisissez l'un, détruisez toutes les créatures. Voilà. Ça se pose là. Une petite Vrasse. Voilà. Vrasse, c'est clairement une carte qui anéantit tout. Voilà. Ou détruisez tous les artefacts et tous les enchantements. Bon. L'un dans l'autre. Ça reste très fort. Pour 5, c'est pas si cher. Hein. C'est pas si cher. Ensuite, on a un jugement ultime. Donc, une petite rare mythique pour 6. Petit rituel. Exiler toutes les créatures. Voilà. Tout simplement. Voilà, pour 6. Comment vous dire? Voilà, donc déjà, celle d'avant était pas mal. Bon, celle-ci... Alors, exiler toutes les créatures, ça veut dire aussi toutes les vôtres. Hein, je tiens à préciser. Petit tips, quand même. Donc, là, si jamais on fait le calcul, après... Tac, il va pas nous rester énormément de rares. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, on va s'arrêter sur les rares dans tous les cas. Par contre, en ce qui concerne les Onco et les communes, on va les survoler hein, pour que la vidéo peut-être paraisse un petit peu plus courte. Je pourrais vous présenter le deck à 100%, mais en vérité, les communes et les Onco peuvent se remplacer très facilement. Les rares et les mythiques, un petit peu moins, parce que ça reste quand même très atypique. Voilà, petit... Donc, pour 4, une 2-2, Archimage émérite. Capacité qui s'appelle Sorcellerie. À chaque fois que vous lancez un sort... Ah non, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sachant que la copie c'est faux, moi j'aime énormément. Voilà. Oh, fouille temporelle pour 8, elle a la fouille. Elle a la fouille. Pour un espère, je trouve ça incroyable. Alors, la fouille, comment vous expliquer? En fait, chaque carte a un coup de mana. Et dans ce coup de mana, si jamais on utilise la fouille,
à la place de payer son coup de mana entièrement, on peut exiler les cartes du cimetière pour aider à payer son coup. C'est-à-dire que là, elle a 2 mana obligatoires, donc 2 bleus, et elle a 6 mana incolores qu'on peut remplacer par la fouille. Donc on peut exiler 6 cartes du cimetière pour pouvoir l'envoyer, ce qui nous permet d'utiliser que 2 mana. Regardez les 7 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. D'ailleurs, je viens de voir, mais la fouille temporelle est une réédition de Tarkir. De Tarkir premier du nom. D'ailleurs, je pleure parce que j'avais cette carte en daté, tout ça, machin, elle était incroyable, elle était trop belle. Je pleure, mais voilà, c'est une carte vraiment très forte. J'aime énormément cette carte, il y a moyen de faire des choses incroyables avec. Ensuite, rite de duplication pour 4. Donc elle a le kick. Le kick, on peut payer 5 mana supplémentaires au moment où on lance ce sort. Donc, premier effet, on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Et le kick permet d'activer la deuxième capacité. Donc si ce sort a été kické, putain, je vais pas y arriver. Créer 5 jetons de ces créatures à la place. 5 jetons. Mais par contre, il faut payer 9. 9 mana pour ça, ça reste quand même assez cher. Mais bon, 5 jetons, admettons, d'une 10-10, t'as 5 10-10 qui se baladent sur le champ de bataille, 6 du coup, parce que c'est une copie d'une créature déjà, ça fait le café. Hein. Clairement, le café, il vient pas de Colombie, hein, on va le dire tout de suite. La Colombie fait pas le figure à côté. Révélation sublime pour 6, un éphémère. Donc choisissez l'un ou plus. Illustration très belle d'ailleurs. Contrecarrer un sort ciblé. Contrecarrer une capacité activée ciblée, une capacité déclenchée ciblée. Donc des capacités de cartes, hein, ni plus ni moins. Renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Très fort. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Ok. Et un joueur ciblé pioche une carte. Donc choisissez l'un ou plus. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser toutes les capas si on veut. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va partir sur une créature artefact construction, une carcasse mécanique torrentielle pour 6, une 5-6. Elle a le flash. Quand cette créature arrive, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ciblée depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-la à la place. Ça nous permet de renvoyer une petite carte, de rejouer un petit truc sympathique, sachant que ce deck est très axé contrôle. Engager une créa, renvoyer une carte dans la main de son propriétaire, ça peut toujours être sympa, surtout en milieu de game. Pivot du destin, un petit rituel pour 5. Choisissez l'un. Détruisez toutes les créatures dragons ou détruisez toutes les créatures non dragons. Sachant que l'extension d'avant qui est sortie, c'est Tarkir. Donc Tarkir, une extension qui est sortie avec des dragons. Ça fait sens. Ça fait sens. Non mais bien vu. J'ai pas montré la carte. Voilà. À peu de choses près. Voilà. Conspiration mortelle pour 4, un éphémère qui a la convocation. Donc la convocation, ça permet d'utiliser des créatures pour pouvoir lancer la carte. Donc là, elle coûte 4 avec 2 de mana. Donc les 2 de mana peuvent être utilisés par des créatures qu'on engage, donc 2, qui vont nous servir éventuellement à ce que ce sort ne coûte que 2 noirs et non 4. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, détruisez une cible créature ou planeswalker. Chaque créature qui a convoqué a la conspiration mortelle connive. Une petite gorgée hein, pour ceux qui n'ont pas compris ou même moi qui essaye d'expliquer. Ça fait toujours bien. Donc, la conspiration mortelle connive. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok,
c'est sympa. C'est sympa. On pioche des cartes, on défausse, et on met des marqueurs, c'est des cartes mon terrain. Voilà. Bon, on a intérêt de piocher pas mal quand même, hein, parce que mine de rien, se défausser de 2 cartes, c'est quand même relativement pénible. Ah! On repart sur une aventure, une petite cavalière meurtrière pour 3. Et son aventure est un éphémère, donc fin précipitée pour 3. Détruisez une créature, une cible créature au Planeswalker, vous perdez 2 points de vie. Ok. Et si on la joue en tant que créature, lien de vie pour 2-3. Quand cette créature meurt, mettez-la au-dessous de vos bibliothèques à la place. Ça me permet de pas les mettre dans le cimetière déjà, c'est pas mal. Pardon. Sinistre Strix. Alors celle-ci je l'ai mais sur avec une autre image. Avec une autre illustration. Pour 2, une 1-1, vol contact mortel. Le contact mortel c'est incroyable. T'as une 14 en face de toi. Tu lui mets des blessures avec une 1-1, elle meurt. Voilà. C'est fumé. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Tout simplement, tu la lances, tu pioches une carte. Voilà. Très bon accélérateur. Justification pour 3. Un petit rituel, détruisez un permanent ciblé. Voilà. On va y aller un petit peu vite avec ce genre de carte, ça reste classique. Déchiqueté par le vide pour 3, une couleur asper, blanc, bleu, noir. Un éphémère, ce sort ne peut pas être contrecarré et détruisez un permanent non terrain ciblé. Moi je trouve ça très très fort. Joyau convoité, pour 6, un artefact. Donc quand il arrive, on pioche 3 cartes. On l'engage, on ajoute 3 manas d'une seule couleur de notre choix. Putain, 3 manas, oh la vache. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous attaque et n'est pas bloquée, ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle de cet artefact. Dégagez-le. Oh, ça peut être à double tranchant ça. Ça peut être à double tranchant. Ça veut dire que systématiquement, il faudrait qu'on bloque. À moins qu'il y ait une carte qui permette justement de jouer avec ce sort. Mais il faudrait pas que une créature adverse passe, parce que sinon c'est lui qui aura l'accélérateur de mana. Ce sera dommage. Et ensuite on passe sur un artefact grimoire de légende pour 2. Cet artefact arrive avec un marqueur page sur lui. Donc à chaque fois que votre commandant arrive ou qu'il attaque, mettez un marqueur page sur cet artefact. On retire un marqueur. Donc page de cet artefact, on pioche une carte. Voilà, tout simplement. Voilà, mais par contre ça se joue qu'avec le commandant. Donc on peut pas jouer avec d'autres formats. Voilà. Et donc là du coup on va passer au terrain. Bon, les terrains, pas vraiment grande surprise, ça reste beaucoup de bicolores. Bicolores ou des terrains qui permettent de sacrifier pour aller chercher des cartes de terrain de base. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est commune et unco. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire un débrief sur ces cartes-là, parce que déjà, il y en a peu. Et ça va sensiblement ressembler aux cartes précédentes qu'on a eues, mais vont coûter sensiblement plus cher. Donc du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt de débattre sur ces cartes-là. Juste déjà, on a un petit aperçu de ce deck. Très honnêtement, il a l'air vachement intéressant. Je joue pas beaucoup des decks qui sortent du lot comme ça, parce que moi je joue beaucoup tout ce qui est accès créa, tout ce qui est machin, et pas beaucoup sur sort. Donc justement, ça va être un plaisir de le découvrir. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo avec éventuellement des améliorations, des changements. Peut-être éventuellement des vidéos live de partie aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être très très intéressant, parce qu'on va pas s'axer que sur des ouvertures, hein, on va peut-être s'axer sur autre chose, on verra. Mais déjà dans un premier temps, bilan de ce deck. J'ai pas l'habitude, ça va faire très très bizarre. Je vous cache pas qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation avant de pouvoir justement m'adapter à ce deck. Par contre, là où je serais curieux, c'est de savoir combien de cartes
Alors, carte terrain et carte créa, il y a... Alors, je vais pas forcément les compter, mais on va juste faire un petit comparatif. Déjà, rien qu'au niveau des tas, on va voir. Alors, non, parce que là, en plus, on va mettre les jetons. Donc, si on met les jetons en plus, on va rien y comprendre, les gars, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Et si jamais on trie là un minimum, hop, tac, 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 tac. Alors oui, effectivement, ça va bouffer quelques secondes à la vidéo, mais ça c'est pas trop grave, hein. À la limite, vous avez le temps, vous qui êtes derrière vos écrans. Hop, tac, hop, tac. Ce qui est drôle, c'est que je pensais pas qu'on reverrait des mécaniques comme l'aventure dans ce... Ah, voilà. C'est ce que j'espérais. Donc, si on fait le calcul de tout, hein, du plus au moins, on va avoir les sorts, entre deux les terrains, et après les créatures. Ça veut dire que les créatures, si vous voulez les avoir déjà en début de game, il va falloir en piocher. Donc c'est-à-dire que si vous n'en avez pas en début de game, il va falloir faire des mulligans, ça c'est obligé. Parce que sinon vous allez être vite, très embêté. Hop, très embêté. Hop, voilà. Terrain et sort, ça s'équivaut à peu près. Mais du coup, on n'a pas ouvert le petit booster collector. Et ça, c'est le petit truc qui va faire la différence en espérant avoir une bonne carte. Bon, après, si on n'en a pas, déjà le deck est relativement sympa. Donc du coup, je vous le remontre. Voilà. C'est... Là, je suis excité comme une puce. Je vais pas dire la suite parce que sinon on va me... Non, 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 je sais pas. Une puce en chaleur, voilà. Bon bah du coup, bah, je l'ai dit. Voilà. Hop. Ah! Bon, en espérant avoir quelque chose de bon. Donc, voilà, la petite carte pub. On va commencer par cette carte-ci. Oh, Vincent Expiateur Vengeur, mais elle va pas se jouer dans ce deck. Pour 3, une 3-3 menace. À chaque fois qu'au moins une créature vous contrôlez inflige la blessure de combat, un joueur met un marqueur +1/+1 sur Vincent. Très fort. La menace, je rappelle, il peut être bloqué que par 2 créatures ou plus. Voilà. Et une capacité qui s'appelle KO. À chaque fois que Vincent inflige la blessure de combat à chaque fois que Vincent inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures à chaque autre adversaire si la force de Vincent est supérieure ou égale à 7. Très fort. Donc là du coup on va passer sur la deuxième. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Alors, on va montrer d'abord celle-ci. Et on va passer sur Kimari, gardien valeureux, qui elle peut passer éventuellement dans un petit soultail ou un petit choco. Très sympa. Pour 4, une 3-3 vigilance qui est un chat et guerrier. Et elle a une capacité qui s'appelle Émule Attaque. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque... sur Kimari et engagez une créature CB qu'un adversaire contrôle. Puis vous pouvez faire que Kimari devienne une copie de cette créature, excepté que son nom est Kimari, gardien valeureux, qui a la vigilance et cette capacité. Donc en gros, quand elle attaque, on lui met un marqueur +1/+1. Elle devient une copie d'une créature qu'un adversaire contrôle, avec le marqueur +1/+1. Et elle garde la vigilance, et elle garde son nom. C'est très fort, j'aime beaucoup cette carte. J'aime énormément cette carte. Je vais vous la montrer parce que elle en vaut le coup. Voilà. Que dire de plus? Franchement, je suis très content de cette ouverture. J'aurais pas l'occasion d'ouvrir beaucoup de Final Fantasy. Normalement, j'ai déjà ouvert une boîte il y a pas très longtemps. J'ai eu des trucs sympas. Mais bon, j'ai pas eu ce que je voulais malheureusement. Mais ça après, c'est le hasard hein, qui fait ni plus ni moins que. Hein. Mais ça reste toujours un plaisir d'ouvrir des cartes, de connaître des nouvelles cartes pour faire des decks.
J'aime beaucoup le deck building, j'en fais énormément en ce moment. J'ai une testeuse aussi aguerrie, hein, et je suis très heureux de pouvoir partager ma passion avec vous, qui en plus n'est pas que Magic, c'est-à-dire que je suis passionné de jeux en tout genre. Magic ma priorité parce que ça reste mon bébé, voilà, hein. C'est avec ça que j'ai commencé et que de toute façon je n'arrêterai jamais, que je continuerai à vous présenter. Mais voilà, je ne suis pas non plus obtus à ne pas vouloir vous présenter d'autres contenus. Donc voilà. Donc bah, écoutez, c'était Chipster, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Et bon visionnage. Tchuss.